Allez, on parle des marchés boursiers sur Boursorama. Pourquoi? Parce que, on le voit bien, on le commande d'ailleurs tous les jours, CAC 40 à 5850 points au plus haut depuis plus de 12 ans, marché américain qui enchaîne et qui tutoie des sommets. Voilà, est-ce que les marchés sont comme jamais déconnectés des réalités économiques? On voit ça avec Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour David. Économiste et président du cabinet PrimeView. En même temps, il y a bonne raison d'être positif. On voit bien, d'ailleurs, si on en croit le Financial Times, Washington serait prêt à annuler certaines taxes qui ont déjà été mises en œuvre, qui sont déjà entrées en vigueur au mois de septembre sur 150 milliards d'euros d'importations chinoises, peut-être même ne pas mettre en place ce qui était prévu pour le mois de décembre. Et là, on se dit effectivement, ça marquerait une forme de désescalade, des tensions. Oui. Et donc voilà, donc les marchés ont raison d'applaudir, d'apprécier. Donc ils ne sont pas déconnectés des réalités pour le coup là. Alors il y a plusieurs dimensions. Voilà, il y a plusieurs dimensions en fait dans ce que vous évoquez là sur la notion de valorisation des marchés. En gros, est-ce que les marchés sont chers, trop chers? Et ça revient à la notion de déconnexion de la réalité économique. Le premier point, c'est que effectivement, il y a un des éléments qui a empêché les marchés de monter, qui était un certain nombre de facteurs négatifs, de tensions, qui se traduisent dans l'économie réelle à travers une récession manufacturière, industrielle, qu'on connaît déjà. Partout. Partout. Mais sauf qu'il n'y a pas eu de contagion. L'industrie, c'est 15-20% du PIB mondial. C'est ça, même s'il y a des effets d'entraînement. Mais en gros, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas eu de contagion dans le domaine des services qui pèse le plus lourd aujourd'hui dans l'économie mondiale. Bien au contraire, on voit bien d'ailleurs, encore une fois, les marchés ont raison de se réjouir. Les indices d'activité ISM aux États-Unis, services sont remontés, donc il n'y a pas du tout de contagion. Il n'y a pas de contagion. Il y a eu un petit tassement tout de même, mais il n'y a vraiment pas de contagion. Donc on ne peut pas considérer la notion en fait, de proximité d'une récession globale en fait, tout de suite. Donc là, déjà, premier point, on a eu des facteurs qui ont amené à une fragilité de l'économie réelle sur le secteur manufacturier, qui sont effectivement assez liés aux problématiques géopolitiques et notamment de taxes douanières provoquées par Trump. Forcément, quand on a une perspective d'abandon ou de repli, à court terme, c'est logique que ça booste un petit peu le marché. J'ai envie presque de dire, si les marchés ne montent pas dans ces conditions-là, ils ne monteront jamais. Puisqu'on a eu en fait un poids qui a empêché de monter, qui était celui-ci, à savoir en fait, les taxes douanières. Empêché de monter, on a quand même depuis le début de l'année. Alors certes, c'est conditionné par, en gros, on est revenu dans le tunnel initial, le 5005, 5006, 5007. En gros, l'oscillation du CAC 40 entre 5002 et 5006, ça fait maintenant depuis 1 an et demi, oui, presque 2 ans maintenant en fait qu'on y est. Donc on est finalement dans ce même tunnel. La question fondamentale, on sort par le haut du tunnel. Là, on sort un peu par le haut. On est 2, 3, 4% en fait au-dessus en fait de ce qu'on avait l'habitude de vivre, à savoir 5006, 5650. La question fondamentale, c'est est-ce que c'est durable? Et donc là, c'est là où on peut s'interroger sur la déconnexion de l'économie réelle. Et voilà, parce que tout ce qu'on voit encore une fois, c'est que alors le pari qui est derrière, on en parlait hier, le pari pour les marchés, c'est de se dire que ça y est, c'est qu'on a touché le fond de la piscine et qu'on voit bien, disent ISM américain. Elle n'était pas profonde, Elle n'était pas profonde, la piscine. Non, mais c'est vrai, et que finalement, peut-être que ça va se stabiliser et repartir. Ce pari, il peut être pris, non? Alors, je le trouve... Enfin, deux choses. On parle de désescalade sur les tensions commerciales internationales. C'est vrai. Donc, il est logique que les marchés l'actent. Deuxième chose, n'oublions pas tout de même qu'on a eu une énorme différence en 2019. 2019, c'est moins... je dirais, la résolution des problématiques de commerce international, parce qu'attention, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, sommes-nous en réalité en train de vivre le pas en arrière de Donald Trump pour mieux ressauter en fait 2 pas en avant derrière? C'est un pari que je serais prêt à faire à moyen terme. Bon, mais ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que 2019 marque une rupture colossale par rapport à l'année 2018, c'est le positionnement des politiques monétaires et des banques centrales, qui se sont positionnés comme un véritable facteur positif pour l'ensemble du prix des actifs. Et ça, c'est la deuxième jambe qui explique en fait la hausse de cette année. N'oublions pas la Banque centrale japonaise qui a toujours été là, qui n'a jamais abandonné, qui est toujours là et toujours en train d'émettre des nouveaux billets pour finalement générer de l'inflation. Mais en réalité, elle génère de l'inflation des actifs, premièrement. Deuxièmement, la Banque centrale européenne s'est mise dans le rang. Et troisièmement, surprise tout de même, puisque personne ne l'attendait, la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, s'est mise dans le rang. Monter en 2019, c'est tôt, les a baissés 3 fois. Aujourd'hui, oui, mais c'est surtout le fait qu'elle émet, alors même si elle appelle ça un non-quantitative easing. Non, elle a dit non. Voilà. Powell a dit non, c'est pas inclus le fait d'émettre tous les mois pour. Alors on a combien maintenant? Alors on est sur 60 milliards de dollars, je crois, en fait, mensuels, et avec sans compter en fait les repos, à savoir en fait le marché interbancaire, pour acheter des obligations en fait de court terme, à savoir inférieur à 1 an. Bon, enfin, on peut ergoter sur le fait que ça soit pas un quantitative easing ou quantitative easing. En gros, les banques centrales ont ressorti le bazooka et remettent de l'argent. Forcément, c'est une force positive pour les marchés. Maintenant, on serait 10 ans avant, on serait 8 ans avant, on serait 5 ans avant, on serait 3 ou 2 ans avant, je vous dirais, c'est acté, tout ça fait qu'on est en bull market.
à savoir qu'on va exploser les plafonds et qu'on va aller foncièrement plus haut, parce qu'en faisant ça, les banques centrales poussent tous les autres acteurs à ne plus acheter d'obligataires, à acheter tout le reste. Donc ça devrait faire monter tous les prix des actifs. Oui, mais un peu moins qu'auparavant, pour une raison toute simple, c'est que le cycle économique a avancé et qu'aujourd'hui, les niveaux de marché sont beaucoup plus élevés que par le passé. Et donc, les investisseurs, au fond du fond, même si on est très content finalement d'avoir des bonnes nouvelles positives qui viennent pousser les marchés vers le haut, au fond de notre inconscient, on sait quoi? On sait qu'aujourd'hui, on a valorisé en fait des bons dossiers qui le méritent, mais aussi des mauvais dossiers qui probablement ne méritent pas les niveaux de valorisation qui aujourd'hui sont les leurs. Et en sachant qu'on est sur un cycle économique déjà avancé, on le sait bien, que la probabilité pour qu'on connaisse une multiplication d'accidents d'ordre microéconomique d'entreprise, à savoir j'ouvre le placard, le cadavre tombe, c'est ça le principal risque. C'est pour ça que tout ça fait que... on ne voit rien pour l'instant dans le placard, alors, pour l'instant on n'a rien vu tomber. Non, alors attention, c'est qu'on voit, oui, on voit rien, mais WeWork, vous ne voyez pas juste avant. Ouais. Et en fait, le sujet principal, c'est celui-ci. Donc, vous allez comprendre, c'est-à-dire que déconnexion de l'économie réelle, oui, les marchés sont plus chers que par le passé. On pourrait y voir des raisons structurelles à cela. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent sur le marché, naturellement, il y a beaucoup d'épargne à investir, il y a des banques centrales qui sont là, il y a peu de projets à financer, peu d'offres de papier, donc c'est normal que les niveaux de valorisation augmentent. Sauf que, à la fin, vous valorisez quand même des entreprises qui créent de la richesse. Il y a quand même tout un pan de la cote qui est valorisé de manière très, très élevée, alors qu'elles n'ont pas été encore en mesure de répondre à la promesse de création de richesse qu'elle avait faite aux investisseurs. Et donc le sujet principal, il est là. Le jour où ça se retourne, ce n'est pas parce que les marchés sont trop chers, c'est parce que vous avez un accident dans la cote, 2 accidents, 3 accidents, 10 accidents en 1 mois ou 2 mois, et là c'est une prise de conscience. Qu'on ne voit pas encore une fois, on a eu et aucun voit accident. Pas, donc là il est normal que les marchés en fait remontent. Nous faire peur, le casse-cendre. Non, pas du tout. Oiseau de mauvais augure. Pas du tout, je vous dis qu'en fait les marchés, qu'on est haussier sur les marchés, donc, et qu'on peut aller encore un peu plus loin parce qu'il n'est pas temps. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on a en fait une perspective, on a des objectifs qui ont été rehaussés grâce à ces bonnes nouvelles qu'on re-rentre dans une trajectoire qui va être foncièrement haussière pendant les 2 prochaines années. J'ai envie de te dire, bonhomme, le BABA quand même, des marchés, pardon, quand on valorise une action, on valorise des profits. Qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis depuis 3 trimestres? Des profits qui sont dans le rouge. On parle tous les jours de ralentissement de la croissance mondiale et on a une année, un cru boursier qui est exceptionnel. Il y a quand même cette paradoxe, cette dichotomie effet de base, pose question quand même. Effet de base positif par ailleurs, mais il est vrai qu'aujourd'hui les niveaux de valorisation sont très élevés. Mais ce n'est pas un indicateur timing. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que la notion de... Quand les gens vous disent c'est cher, c'est vrai, c'est cher. Mais ça peut être encore plus. Ça ne nous dit rien du moment en fait où ça va corriger. Et c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Ça peut rester cher et devenir encore plus cher. L'important sur les marchés, c'est pas d'avoir raison, c'est d'avoir raison au bon moment. Et la question, c'est, vous savez, bien sûr qu'on est conscient des risques. Mais avec quel catalyseur ça peut continuer de marcher, de monter catalyseur, ça peut continuer de monter. Bah si vous avez des banques centrales et vous avez en gros des entreprises qui la Fed, la Fed a dit en gros 3 baisses de taux maintenant, wait and see, j'attends de voir. On a les taux, c'est intéressant aujourd'hui. Qui remontent un petit peu. Les taux longs, première fois pour le 10 ans français, qui repassent en territoire positif. C'est pas très bon pour le marché action. Et puis il y a surtout, je lisais les échos, il faut toujours lire les échos évidemment, mais c'est intéressant parce qu'aux États-Unis, on voit que la moitié de la hausse du marché action, je crois que c'est sur la S&P, tient sur 5 valeurs. Oui, bah oui. La moitié de la hausse des 25%, c'est 14% je crois de mémoire, tient sur Apple, Microsoft, Visa, Mastercard et Oracle. Et là on se dit, oh bonhomme, c'est pas très solide ça, c'est fragile. Bien sûr que c'est fragile. En gros, à ces niveaux de valorisation, la moindre déception se traduira par une grosse correction. C'est ça qu'il faut entendre. Sauf que pour l'instant, il y a une résilience dans ces entreprises qui font qu'on n'a pas de grosses déceptions. Donc c'est vraiment le sujet. Je ne crois pas que la fin de la récréation sera sonnée par ni la macroéconomie, ni la politique monétaire. Pour une raison toute simple. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, en fait, les responsables et politiques et de politique monétaire soient prêts à être montrés du doigt demain ou après-demain, comme ceux qui ont été le catalyseur en fait, d'une fin de cycle et qui ont précipité l'économie des pays riches. Ça viendra de boîtes qu'on a trop valorisées. Donc ça viendra du terrain et de l'économie réelle. Et on y vient progressivement. On y vient progressivement, on y vient progressivement. Il y a WeWork, d'accord. Mais WeWork, c'est encore notre problème. C'est le non-coté, tout l'argent qui est sur le non-coté, les valorisations, etc. Oui, mais les problèmes, alors c'est intéressant, c'est que quand vous me parlez de marché action cotée, eh ben moi je vous dis que le catalyseur viendra des actions non cotées. Et le mécanisme, il est le suivant. En fait, les actions cotées, l'avantage quand même, c'est qu'il y a une forme de transparence sur les comptes. Alors on peut toujours ergoter là aussi sur le fait que la transparence est une semi-transparence. Mais bon, ils publient des comptes de manière extrêmement régulière, ce qui fait que globalement, on est moins surpris ou il y a moins de chances d'être surpris par le cadavre qui tombe du placard. Dans le non-coté, il y a des tours de table avec des valorisations qui sont démentielles. Qui sont historiquement... Et l'heure de vérité, c'est quand les derniers rentrés veulent sortir, en passant par la case
marché financier. Et vous avez déjà des prémices. Vous avez déjà des prémices. Les acteurs du marché du private equity s'inquiètent des niveaux de valorisation et se disent, bon, in fine, il ne faudra pas qu'on ait la patate chaude au moment en fait, où celle-ci en fait, devient trop chaude. Et donc, c'est un peu le sujet. Et donc, j'en reviens pourquoi en fait, il y aura contagion sur les actifs cotés. Voilà la manière dont ça va se passer. Même si on n'a pas de boule de cristal, l'histoire se répète rarement, mais rime souvent. C'est que dans le private equity, voilà, dans le private equity, effectivement, il y a moins de transparence. Vous allez être amené à avoir à un moment donné des gens qui vont découvrir finalement que ce qu'ils attendaient comme résultat ne sont pas là. Et donc, à un moment donné, vous allez avoir un accident, 2 accidents, 3 accidents dans ce domaine-là. C'est là où, en fait, où il y a le plus de risques. Mais lorsque ça va arriver, ça va générer une prise de conscience des investisseurs qu'on a valorisé les bons comme les mauvais. Et là, à partir de là, il va se passer quoi? Il va se passer que, vous voyez, dans une petite Pourquoi pièce... Pourquoi ça viendrait plus du private equity que du côté? Parce que dans le côté, c'est la transparence. C'est qu'en fait, quand vous avez des publications qui sont extrêmement régulières, le fait d'avoir des gros accidents ou d'être extrêmement surpris, d'être pris complètement à contre-pied est quand même beaucoup moins probable. Alors que dans le private equity, c'est possible. Et dans ces cas-là, c'est toujours la même chose. Vous êtes tous dans une salle, il y a une petite porte, tout le monde veut passer en même temps. Et de manière très injuste, vous verrez d'ailleurs que cette prise de conscience fera que les actifs risqués seront très pénalisés. À l'origine, l'épicentre sera probablement le private equity, mais ça débordera sur les actions cotées. Et c'est pour ça qu'on aime bien plutôt... Alors, on cherche toujours des comparaisons historiques, même si voilà, il y a des différences assez fondamentales, notamment en termes de banque centrale. Mais tout de même, s'il fallait faire une comparaison entre les deux grandes corrections qui ont marqué en fait les 20 dernières années, entre 2000, 2003 et 2007, 2008, c'était aujourd'hui la réalité. Non, pas surtout 2007, 2008. Hein. Les 2000, 2003, les marchés actions cotés ont baissé de 55%. Les marchés actions cotés en 2007, 2009 ont baissé de 55%. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même correction, sauf qu'il y en a une qui est légitimée par une énorme récession mondiale, et l'autre, la première, qui ne l'est pas. Exactement. Et on est plus dans cette situation-là de survalorisation de dossiers qui ne le méritaient pas à l'époque. Et on en est pas très loin. On est plus en 2000, en 2003. Non, là, on est plus en 2000-2003, savoir qu'à l'époque, c'était les télécoms. Donc pareil, les marchés avaient été portés par quelques dossiers, et à un moment donné, les gens ont acheté la promesse, acheté la promesse, acheté la promesse, et après, la réalité font que quand vous investissez, derrière, vous avez fait des projections, et lorsque les projections ne sont pas à la hauteur de vos espérances, eh bien là, la patate chaude, vous essayez de la passer, mais bon, plus personne ne veut la prendre. Et là, donc, vous avez des grosses corrections, en fait, des vases communicants au sein des marchés financiers qui sont défavorables aux actifs risqués. Donc là, en l'occurrence, dans ces phénomènes-là, les gens pensent plus du tout à gagner, ils pensent à éviter de perdre. Et c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, les taux rebaisseront. Momentum, on finit là-dessus, Pierre, aujourd'hui, sur Momentum, dire que les marchés sont déconnectés des réalités économiques, pour vous, c'est faux. Aujourd'hui, vu le Momentum et tous les éléments politique, macro, micro, monétaire? Je suis désolé, mais je vais répondre par une réponse de Normand. J'ai rien envie de dire oui et non. Oui, parce que les niveaux de valorisation, notamment, tout à l'heure, vous parliez de price earning, à savoir des niveaux de cours sur bénéfices. Le nombre d'années que les investisseurs sont prêts à acheter, le nombre d'années de bénéfices que les investisseurs sont prêts à acheter les entreprises. C'est intéressant, mais ce n'est pas celui que regarde le plus. Pour nous, ce qui est vraiment le plus important, c'est le nombre d'années de chiffre d'affaires que les investisseurs sont prêts à acheter les entreprises. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'on explose tous les plafonds. Et donc oui, donc les marchés sont chers et donc on est soumis à un moment donné des déceptions qui sont fortes parce qu'il y a beaucoup de gens demain qui n'arriveront pas à réaliser la promesse qu'ils ont faite aux investisseurs. Ça c'est pour le Normand côté oui et le Normand côté non. Et donc non, le Normand côté oui et le Normand côté non, c'est qu'il ne faut pas quand même mettre de côté le fait qu'à très court terme, on a une désescalade sur les tensions commerciales, on verra le temps qu'elle durera, mais pour l'instant elle est là, et que on a aussi des banques centrales qui mettent le paquet. Donc, et avec aussi des tensions politiques qui ont un peu décru tout de même, ne l'oublions pas en Europe. Alors même si on a le Brexit à court terme a été repoussé, l'Italie avec le changement de gouvernement cet été, vous avez bien vu, les taux italiens, qu'est-ce qui s'est passé, 2,5 jusqu'à 1. Oui, vous allez voir l'économie italienne, c'est facile. Le jour où vous passez des taux d'intérêt qui sont à 2,5 pour l'État à 1, à court terme, forcément, c'est positif pour les agents privés qui voient leurs conditions de financement plus favorables. Donc, à court terme, je dirais qu'il n'y a pas forcément de déconnexion. Il ne faut pas nier les bonnes nouvelles qui sont arrivées maintenant depuis quelques semaines et qui ont poussé les marchés vers le haut. C'était presque prévisible. Donc, il ne faut pas les nier. Il ne faut pas être noir pour être noir. Maintenant, il faut le temps de voir des profits, des croissances bénéficiaires revient dans le vert quand même. Non, mais pour autant, il ne faut pas nier qu'aujourd'hui, les marchés sont extrêmement chers et ne supporteront aucune déception. Et donc, il faudra du coup suivre prochainement, à nouveau, la saison de publication qui arrivera en fait en début d'année prochaine, pour voir si justement c'est le moment en fait d'une plus vaste correction qu'on n'a plus connue maintenant depuis longtemps. On sera là pour en parler notamment ensemble. Merci. Éclairage et point de vue signé Pierre Sabatier, donc économiste et président du cabinet PrimeView. Merci David. Merci Pierre.